Bonjour, pour ce nouveau café, nous accueillons Jonathan Fernandez. Bonjour Jonathan. Bonjour Marc. Alors Jonathan, tu es en fait chercheur et enseignant, donc enseignant-chercheur à l'INSPE de l'Académie Créteil et en particulier donc tu es rattaché à l'Université de Paris-Est Créteil dans un laboratoire qui s'appelle Charte pour cognition humaine et artificielle et tu es psychologue au départ. C'est vrai, effectivement. Ouais. Et alors, comment est-ce qu'un psychologue vient se perdre finalement dans un INSPE? Alors c'est une bonne question. Ça remonte à loin. Je pense que ça remonte même de mon temps de mon lycée, parce que j'étais un peu en difficulté un peu scolaire. Et puis j'ai remonté un peu la pente et j'ai fini par voir que malgré ce qu'on avait pu me dire, eh bien, je pouvais quand même apprendre, mine de rien. Et donc assez rapidement, j'ai été un peu fasciné par ces questions de comment on apprend, qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui apprend, pourquoi certains y arrivent, pourquoi d'autres n'y arrivent pas. Et c'est comme ça que je me suis orienté vers la psychologie cognitive, qui se spécialise dans l'étude un peu des processus mentaux, des activités mentales qui se mettent en place durant un apprentissage. Et donc j'ai fait ma thèse avec Éric Jamet à Rennes 2, où on a travaillé notamment sur les activités mentales qui sont mises en œuvre dans la lecture de documents complexes, notamment en SVT, avec à la fois des textes complexes en neurosciences, avec des schémas complexes où les élèves doivent non seulement, les étudiants en l'occurrence, devaient non seulement comprendre des textes, mais aussi de comprendre les schémas et faire des liens. Et en fait, on a commencé un petit peu à étudier ce qui se passait dans la tête de ces étudiants pendant qu'ils travaillaient, pour essayer de comprendre ce qui se passait. On les a fait verbaliser à voix haute chaque seconde ce qui se passait. Donc on a étudié 400 étudiants comme ça. Et en étudiant ces 400 étudiants, on a récolté 50 000 verbalisations qu'on a traitées pour voir à chaque fois est-ce que c'est une lecture qu'ils sont en train de faire, est-ce qu'ils sont en train de vérifier leur compréhension, est-ce qu'ils reviennent en arrière, est-ce qu'ils vont faire le lien entre le schéma et le texte. Et ça nous a permis de voir plusieurs choses en fait. Ça nous a permis de voir en fait dans un premier temps qu'il y avait une très grosse hétérogénéité dans les activités mentales qui étaient mises en œuvre lors de lecture-compréhension. Ça c'était vraiment assez choquant pour moi de voir à quel point en fait il y avait des grandes disparités chez les étudiants dans leur façon de travailler, qu'il y avait des stratégies qui étaient mises en œuvre de lecture-compréhension qui étaient plutôt inefficaces, avec des choses qui étaient assez coûteuses, et de l'autre côté, des étudiants qui mettaient en œuvre des stratégies très efficaces. Donc simplement, par exemple, la vérification de compréhension. Quand on lit un texte, ceux qui généralement comprennent bien vont vérifier leur compréhension très régulièrement. Quasiment chaque demi-seconde pour certains. Ils lisent un mot, ils vont faire « Ok, d'accord, j'ai compris ». Et d'autres le font quasiment jamais en réalité. Et donc on se rend compte qu'il y a cette espèce de pattern de régulation de personnes qui vont s'arrêter, vérifier, revenir en arrière, faire le lien avec le chapitre d'avant, faire le lien avec le schéma, et d'autres qui vont faire en fait plutôt des lectures un peu... Et donc on s'est rendu compte qu'il y avait une grande disparité. Certains utilisaient des stratégies qui étaient peu efficaces, c'était souvent les stratégies les plus utilisées, et inversement, d'autres étudiants qui utilisaient des stratégies très efficaces, mais qui étaient finalement assez peu utilisées, c'était peu à le faire. Donc, arrivait la question, en fait, de se dire, maintenant, comment on fait pour que des élèves qui sont en difficulté parviennent à réguler leur activité correctement. Et donc, au début, je me suis un peu pris les pieds dans le tapis, parce que j'ai commencé à expliquer aux élèves, en fait, voilà comment il faudrait faire. Et en fait, on s'en est compte que ça ne suffisait pas. Surtout quand tu as quitté la psycho pour faire de la pédagogie, en quelque sorte, que les choses ont commencé à se devenir compliquées. Alors, j'ai jamais quitté la psychologie. Quelque part, j'ai une approche un peu d'ergonomie cognitive. C'est-à-dire qu'en gros, mon objectif, c'est d'adapter, en gros, les documents, mais aussi d'adapter les pédagogies en fonction des capacités et des limites des élèves. Et donc, c'est à la fois bien comprendre les capacités et les limites des élèves, le fonctionnement cognitif, à la fois comprendre les différentes pédagogies, puis comprendre leur interaction et voir quand est-ce que ça fonctionne, quand ça ne fonctionne pas, et comment faire pour que ça fonctionne un petit peu mieux. Et donc, c'est vrai qu'en expliquant comment faire, ça ne suffisait pas. Et donc, on a commencé à voir un petit peu dans la littérature comment on peut enseigner ça. Et puis, on a commencé à dire il faut montrer aussi comment on fait. Puis, en fait, on va aussi accompagner. En fait. Et ce qu'on était en train d'étudier, c'était les capacités qu'on appelle, nous, en psychologie, d'autorégulation, qui mettent en jeu des capacités métacognitives, de je vérifie, je mets en place des stratégies, quels sont mes objectifs d'apprentissage, ça veut dire quoi comprendre, quelles sont les stratégies que je peux mettre en œuvre pour comprendre. Et donc, cette autorégulation, chez certains élèves, elle était pas forcément de très, très bonne qualité. Et en fait, on s'est rendu compte pour les amener
à être autonomes, en fait, parce qu'il est question de ça, en fait, hein. Amener les élèves à autoréguler leur apprentissage, c'est les amener à être autonomes dans leur apprentissage. Eh bien, en fait, ce qu'il fallait faire, c'était d'avoir un accompagnement important, leur expliquer, leur montrer, et puis, en fait, d'une certaine manière, être dans une phase qu'on appelle pratique guidée aussi, hein, mais une phase un peu d'hétérorégulation, c'est-à-dire... Là, tu te réfères déjà à Ouais. l'enseignement explicite. En fait, voilà, parce que ce passage-là, il s'est fait progressivement, en fait. Je n'ai pas adopté, du coup, les enseignements explicites du premier coup. J'ai commencé à lire la littérature des années 70. Déjà, il y a beaucoup de travaux de Michael Presley, qui a beaucoup travaillé sur des choses qui se référaient à ça sans forcément le nommer de cette manière-là. Donc, je ne connaissais pas encore Rosenschild, mais quelque part, ces principes-là, notamment avec les travaux de Steve Graham dans les années 80 sur la production écrite et l'enseignement, en fait, déjà explicite, mais qui n'utilisait pas forcément ce vocabulaire-là, dans lequel, en fait, on prend le temps d'expliquer, de montrer, d'accompagner. Et cette phase d'accompagnement, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand on a la chance de pouvoir accompagner un élève en tutorat, hein, quelque part, hein, eh bien, on peut s'occuper de la régulation pour lui dans les premiers temps, ou pour elle, du coup. C'est-à-dire qu'ils peuvent lire, et c'est à nous de leur dire, attends, arrête-toi, est-ce que tu as compris? Oui. Alors, si tu as compris, tu dois pouvoir me réexpliquer, tu n'y arrives pas, tu vois que tu n'as pas compris. C'est pas grave, reviens en arrière, du coup, et tu peux relire. Et donc, on a quelque part l'élève qui fait l'activité de compréhension, d'une certaine manière, enfin de lecture-compréhension, et nous, on se charge dans les premiers temps de l'activité de régulation pour lui, jusqu'à progressivement que l'élève commence à internaliser en fait cette qualité de régulation, qui commence à réajuster la qualité du jugement de compréhension, parce que souvent il y a beaucoup de surestimation, et petit à petit on observe qu'il commence à intégrer ça et à l'appliquer progressivement. C'est comme ça qu'on a réussi à conduire des élèves, du coup, à réussir à être autonome dans la mise en œuvre de ces activités assez complexes. Donc c'est comme ça que j'y suis parvenu, en fait. D'accord, ok. Donc, Avant de d'arriver sur- réinventer la roue progressivement, Non, ce formant, et puis progressivement des... Oui. Non, non, c'est parce que j'ai pas réinventé non plus, mais quelque part, j'avais beaucoup de lectures de Sweller à l'époque, Ouais. de Greg Ashman, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, sur la psychologie cognitive. Et donc, c'était des choses qui, même si c'était pas forcément dit avec ce vocabulaire-là, étaient déjà, en fait, vraiment très intégrées, en fait, dans leur conception, en fait, hein, de l'enseignement et ce genre de choses. En fait, en ergonomie cognitive, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits avant même de s'appliquer à l'éducation, hein, sur l'interaction des technologies, par exemple, dans lequel ces concepts-là existaient, pas forcément avec ces termes-là, mais ce n'est pas complètement forcément nouveau non plus, quoi. Et donc, tu as fait le pas alors de candidater dans un INSPE. Tu aurais pu rester dans un labo de psycho, Oui. de psychocognitive, et puis là, tu as fait le pas. C'est volontaire, c'est pas une punition. Ah non, 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 absolument pas. Non, non, au contraire, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de recherches à faire, beaucoup de travail à faire avec les enseignants, je pense à faire sur ces questions bien d'apprentissage. Je pense on arrive dans une nouvelle phase, je pense, en psychologie. En tout cas, dans le champ de l'éducation, on a eu beaucoup de modèles sur le fonctionnement, hein, cognitif. Donc, on sait beaucoup de choses maintenant, hein. On a beaucoup de modèles qui nous permettent de concevoir tout un tas de situations. On est vraiment dans la phase de l'application maintenant. Vraiment, comment on peut se servir de ces connaissances-là pour faciliter l'apprentissage, pour conduire les élèves à non seulement bien apprendre, mais être heureux dans ces phases d'apprentissage aussi. Donc, ça, c'est vraiment une approche ergonomique, hein. C'est-à-dire qu'on doit à la fois avoir la réussite dans l'apprentissage, mais aussi la satisfaction des élèves, mais aussi des enseignants. Et je pense qu'il faut travailler ces pédagogies, faire en sorte aussi qu'elles soient acceptables pour les enseignants, c'est-à-dire que ces pédagogies, elles peuvent être intéressantes, mais peut-être infaisables sur le terrain, donc il y a aussi ces aspects-là à prendre en compte. Donc je pense qu'il y a beaucoup de recherches là-dessus. Donc non, pour moi, c'était un choix de venir aussi à l'INSPE, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont en difficulté, parfois parce qu'ils n'ont pas forcément les accompagnements qu'ils devraient avoir. Et je pense que bon, il y a de belles choses à faire, hein, sur ce travail-là. Et je pense que cette approche expérimentale, elle est importante dans l'éducation. Mais elle est encore rare. Elle est encore rare, ça change un peu, mais elle est encore rare. Je pense qu'on doit se donner les moyens de mettre à l'épreuve nos hypothèses. Et pour avoir travaillé avec les enseignants, je pense que, en tout cas avec ceux et celles que j'ai pu travailler, ils sont assez réceptifs. C'est-à-dire qu'en gros, on n'est pas là pour vendre des tapis quand on arrive en classe et à l'école. Moi, je suis pas enseignant dans les classes, je suis enseignant à l'université. Donc mon rôle, c'est pas de dire
voici ce qu'il faut faire ou quoi que ce soit, ce serait malvenu de ma part ici. Mon rôle à moi, c'est de lire ce qui a été fait dans l'ensemble, au niveau international, dans les classes, d'essayer de comprendre ce qui a été fait, ce qui a pu marcher, ce qui marche un peu moins bien, de le proposer ensuite aux enseignants pour dire voici ce qui a bien fonctionné, de voir ensemble ensuite à comment on peut éventuellement transformer cette proposition pour qu'elle soit adaptée au contexte et à leurs besoins, et ensuite de venir bien le tester, parce qu'on n'est pas là pour vendre des tapis, on veut que ça, on veut derrière avoir la certitude que ça a pu fonctionner, donc on va réfléchir à des moyens et bien des indicateurs qui nous paraissent importants, donc ça peut être de la progression, ça, en tout cas sur de la lecture, sur de l'écriture, mais ça peut être aussi de la motivation, un sentiment d'auto-efficacité de la part des élèves, et de l'acceptation aussi de la part des enseignants. Est-ce que c'est jouable, est-ce que c'est faisable, etc. Donc on essaie de prendre tout ça pour regarder bien avant, puis après, et regarder si vraiment ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Et donc de dire après aux enseignants, voilà ce qu'on a mis en œuvre, ici, là, par exemple, ça marche pas. Et je pense que c'est important, c'est extrêmement important. La science, c'est pas là pour... juste pour dire, on n'est pas là pour dire que ça fonctionne ou pas, au contraire, c'est pour montrer le réel. Et donc des fois, très souvent d'ailleurs dans l'éducation, ça fonctionne pas. Ou des fois on a un progrès, mais ce progrès est moins important que ce qu'on aurait pu avoir d'habitude aussi. Ou les conditions pour la mise en œuvre ne sont pas rencontrées, et donc c'est peut-être pas le résultat qu'on escomptait. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Il y a ces questions-là. Alors, je pense que c'est pas simple parce que dans l'éducation, il y a plein de facteurs qui sont un petit peu différents. Donc réussir à savoir qu'est-ce qui est à l'origine bien de cette progression, c'est extrêmement difficile. Très souvent, j'ai aussi des enseignants qui me disent moi, ça fonctionne pour moi, mais le progrès en soi n'est pas forcément un indicateur fiable non plus de la qualité d'une intervention. Vous prenez les styles d'apprentissage, maintenant on sait très bien que les styles d'apprentissage c'est un neuromythe, mais si on enseigne avec des styles d'apprentissage aux élèves, les élèves vont quand même progresser, parce qu'on donne quand même quelque chose en fait. Et donc ça montre bien que quand on progresse, c'est pas forcément un indicateur du coup acceptable. Du coup. Il va falloir qu'on se regarde si cette progression, elle est au moins aussi équivalente que ce qu'on a d'habitude. Est-ce qu'elle est supérieure, est-ce qu'elle est moins bien, est-ce que ça maintient dans le temps? Après, il faut regarder différents indicateurs, parce qu'on peut avoir la mémorisation, mais est-ce que aussi les élèves sont capables de transférer leurs connaissances dans d'autres situations? Est-ce qu'on a amélioré la compréhension? Est-ce qu'ils sont capables de créer de nouvelles solutions? Donc il y a tous ces indicateurs-là à travailler. Effectivement, quand on prend tout ça, souvent on est déçu. Parce que quand on prend le temps vraiment de tester nos hypothèses et qu'on a travaillé, des fois avec des enseignants longuement sur un certain nombre de choses, des fois ça marche pas. Ça marche pas et je pense que c'est important et c'est souvent même presque plus important parce que ça évite d'envoyer plein d'enseignants mettre en œuvre bien des protocoles ou des outils ou des méthodes qui finalement sont contre-productives. Donc voilà, et moi j'aime bien dans la science ce côté on se définit plus par nos méthodes d'acquisition des idées plutôt que de se définir par nos idées. C'est-à-dire qu'en gros... c'est pas grave si un jour on me dit que l'enseignement explicite ça fonctionne pas, ça me dérange pas de le voir. Au contraire, ça m'évitera de continuer là-dedans. C'est de regarder en gros pourquoi ça marche pas, quelles sont les conditions, et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire à la place et de regarder. Donc je pense que c'est vraiment ça, et je pense qu'il faut qu'on travaille à se définir plus par ces méthodes d'acquisition des idées, de se définir par rapport à ça, et comme ça on sera plus prisonnier forcément de nos méthodes et nos outils, on n'aura pas peur de recommencer. Et donc d'ailleurs sur le projet de rédaction qu'on a mis en œuvre, une fois qu'on l'a mis en œuvre et qu'on l'a testé, les enseignants nous ont fait des retours, parce qu'ils ont regardé un petit peu ce qu'on faisait. Ils nous ont dit cette séance elle marche pas très bien, il faudrait un peu la revoir. Donc on a revu, on a implémenté dans la proposition des choses qui avaient été proposées par les enseignants. Donc il y a un peu ce va-et-vient ici, et je pense ce qui est intéressant parce que d'un côté, parce que nous, sur la rédaction, on a étudié 400 productions d'élèves, qu'on a regardé chaque mot, on a recodé chacune des bouts de phrases qui ont été faites. Donc ça, les enseignants ne peuvent pas faire ça. Ça prend du temps. Après, on fait les analyses statistiques. On doit après rédiger l'article pour que ça soit soumis et accepté par les pairs. Donc ça, c'est un travail qui prend du temps. Et donc, je pense qu'on a un travail qui peut se compléter en fait de cette manière-là. Donc on essaye de faire ces allers-retours entre voilà ce que la littérature nous a dit, voici ce qu'on vous propose. Après, à vous de nous dire, en gros, est-ce que ça convient ou pas, est-ce qu'il faut l'aménager, puis après, on met en œuvre des protocoles pour s'assurer que ça fonctionne bien. C'est une sorte de recherche et développement où l'enseignant fait partie lui-même, mais chacun a sa place, et tu fournis finalement une infrastructure que l'enseignant n'a pas, comme la capacité de traitement statistique, la planification des mesures, les outils de mesure. Donc l'enseignant, lui, offre finalement l'occasion d'expérimenter dans sa classe, entre en confiance, propose quelque chose, et puis, comme professionnel, peut
réajuster, faire des propositions d'ajustement par rapport à ce qu'il ressent. Donc Tout à c'est fait, finalement ouais. un travail très complémentaire avec l'idée d'amélioration pour les deux parties. Tout à fait, ouais, non, tout à fait. Et je pense qu'on doit aller de plus en plus vers ce mode de fonctionnement-là. Je pense que c'est bénéfique un petit peu pour tout le monde ici. Et je pense qu'on y vient progressivement. Et c'est pas inintéressant. Ouais. Mais ça veut dire qu'il faut reconnaître qu'on n'est pas au top, qu'il y a des marges de progression encore possibles, ce qui est difficile parfois quand on a des enseignants qui sont dans des situations où ils sont insécures, de reconnaître qu'on pourrait faire mieux. Ça veut dire qu'on ne fait pas tout à fait bien. Mais c'est pas grave, on est bien dans un processus d'amélioration, on n'est pas tout le temps... Enfin, Ouais. Alors quand on est expérimentaliste, nous, ça mais nous dérange pas parce là, qu'en fait, quand on prend du temps à faire des expérimentations, très rapidement, dans notre cursus, on a fait beaucoup d'expérimentations, on se rend compte que très souvent, ce qu'on était convaincu qui allait marcher fonctionne pas du tout. Et en fait, on s'habitue à ce travail-là de dire je vais le mettre à l'épreuve des hypothèses, ça marche pas, c'est normal, c'est le processus, on revient, on recommence, etc. Donc, je pense, en tout cas pour moi, en tout cas expérimentaliste, c'est pas quelque chose qui me dérange. Et en fait, par exemple sur la rédaction, on a des enseignants qui ont travaillé pendant 3 mois et on n'a pas observé de progression chez les élèves. Et donc souvent, ça peut un peu dire ça fait 3 mois qu'on travaille. Et en fait, nous, on avait déjà pas mal de littérature qui montrait que très souvent, dans la rédaction, on n'observe pas de progrès chez les élèves quand on se contente d'une certaine manière de réexposer les élèves à des tâches d'écriture successives. Parce que tant qu'on ne prend pas le temps de leur enseigner concrètement, explicitement l'activité mentale nécessaire pour rédiger un texte, les élèves continuent à répéter un certain nombre de difficultés. Et donc en fait, cette non-progression, on s'y attendait quelque part. Et donc souvent, quand on prend le temps de mesurer, on observe très souvent que des choses qu'on pensait qui allaient fonctionner, en fait, ne le sont pas du tout. Et ça, c'est pas grave en fait. C'est pas grave, il faut qu'on fasse... Oui, c'est pas grave c'est si on pas grave. persiste pas. C'est pas grave si on persiste pas, quelque part. Je ne sais plus, c'est une certaine définition de la folie, c'est quand on continue malgré du coup malgré les erreurs. Effectivement, voilà, le tout c'est de se donner les moyens de rester rattaché au réel, quelque part. Donc la mesure elle est importante parce qu'elle nous pousse à l'exigence. Du coup, dans notre définition, elle nous pousse du coup aussi à rendre des comptes quelque part, à dire concrètement, si je pense que ça va fonctionner, voici ce que j'attends concrètement, on va l'essayer. Et puis ça nous pousse du coup à dire là, ça n'a pas fonctionné, on doit revenir en arrière. On doit recommencer, et puis ça nous pousse à opérationnaliser concrètement nos théories. Ça ne reste pas juste des mots sur des diapos, dans des formations, mais concrètement dans la classe, voici ce qu'on a fait, et on se met un peu en danger, quelque part, on le teste. On donne publiquement les résultats, c'est notre travail de chercheur. D'ailleurs, les données sont après consultables par chacun, qui peut revoir la méthode. Et donc ça crée quoi ? Ça crée de la critique. Et ça, c'est bien, parce qu'en réalité, cette critique est possible seulement si on a pris le temps de bien définir l'ensemble des étapes qu'on va mettre en œuvre dans la classe, des mesures qu'on a utilisées. Et après, on va avoir des gens qui vont dire cette mesure, elle n'est pas bonne, ou j'aurais fait autre chose. Et ça, c'est très bien, parce qu'on va pouvoir ensuite dire voilà pourquoi on l'a fait, voici quelle étude on devrait avoir en plus. Et donc, ça permet chacun ensemble, du coup, de progresser. Et ça permet de quitter l'opinion, l'idéologie, les anathèmes, ceci c'est pas bien, ceci c'est bien. Ouais, je pense, on a des objets sur lesquels on peut discuter en disant dans ce contexte-ci, ce que nous avons fait ne marche pas, parce que ce que nous voulions, c'est ça, et nous n'avons pas observé ça. Et ça permet de nous accorder, en fait, et à regarder, ça a fonctionné pour nous dans cette situation, et d'autres vont dire, on a réutilisé les mêmes mesures dans un autre contexte, et on ne trouve pas du tout la même chose que vous. Et ça devient intéressant, parce qu'on peut se dire, OK, alors, maintenant qu'on a utilisé le même langage, d'une certaine manière, on peut comprendre plus précisément qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation, pas dans celle-là, pourquoi ça a bien réussi à implémenter ici et pas ici. Et donc, des fois, je suis surpris que certains utilisent du coup les résultats de la recherche pour critiquer l'approche expérimentale. C'est bien la preuve que ce travail de définition, de mesure, etc., nous permet justement de remettre en question. Parce que la science de l'implémentation, par exemple, montre que des fois, ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas parce qu'on a pris le temps de faire de la mesure. On a pris le temps de montrer concrètement ce qu'on avait. Et ça, je pense que c'est important. Un de mes collègues disait, parfois, ce qu'on fait en éducation, c'est tellement flou que ce n'est même pas faux. On ne peut même pas dire que c'est pas juste, puisqu'on n'en sait fichtre rien, on n'a pas de mesure, pas de comparaison, on ne sait peut-être même pas ce qu'on faisait avant. Ça devient irréfutable, en fait. Ça devient irréfutable, et c'est très, très irritant, évidemment, pour un chercheur de recevoir des textes comme ça, idéologiques, où on ne sait pas les prendre par aucun bout, puisqu'il n'y a pas de données. C'est l'avantage de ce qu'on voyait aussi avec Dylan Dachet dans un précédent café sur les données probantes. L'avantage des données probantes, c'est qu'on peut montrer qu'elles ne le sont pas. Oui.
Exactement. Ouais. En tout cas, pas celle-ci, à cet endroit-ci, dans ce contexte-là, que le transfert ne s'effectue pas de cette manière-là. Sinon, on peut rien en dire. S'il y a pas Et de ça, données. ça c'est extrêmement. Moi, je trouve que c'est extrêmement positif. On travaille beaucoup avec les étudiants à l'INSPE sur un ensemble d'expérimentations qu'on met en œuvre dans les classes. Et l'un d'un message important, c'est de dire vous allez probablement pas avoir de résultats significatifs et ce n'est pas grave. Et alors, souvent, ils se disent mais on va avoir une mauvaise note. Mais non, le but de la science, c'est de montrer le réel. Si le réel montre pas d'effet, on ne montre pas d'effet, et c'est important, et on va essayer de comprendre pourquoi il n'y en a pas, etc. Et donc, ouais, je pense qu'il y a un point important là-dessus. Ouais. Bien, merci pour cet éclairage. Alors, c'est toujours bref dans les cafés, donc on retrouvera ici en dessous de la vidéo les références, un certain nombre de références à tes travaux, notamment dans le domaine de la rédaction, de la production de texte. C'est un sujet qui évidemment est intéressant, pas simple du tout. Et bien, on va poursuivre les discussions avec les autres collègues, donc qui sont ici à Mons pour travailler autour de l'écrit, la réflexion de la lecture et la production d'écrit. Merci en tout cas d'avoir fait le chemin jusque chez nous. Merci Marc, merci pour l'accueil.